L'objectif, l'objectif, c'est de décloisonner un petit peu la recherche et les cliniciens hein, qui peuvent s'intéresser à l'entretien motivationnel, à la relation d'aide, pour essayer de mieux comprendre hein, les perspectives, mieux comprendre la pratique et les perspectives de développement. Voilà, alors je suis très content d'accueillir Angélique Lebert, qui vient tout juste de soutenir sa thèse, et donc qui vient d'avoir sa qualification. Donc c'est l'étape juste après la thèse, c'est-à-dire qu'on l'autorise à continuer et à postuler sur des postes de titulaires de chercheurs, donc ça c'est super. Et donc tu as travaillé sur les liens entre émotion et posture dans un laboratoire. Donc avec Laurent Chaby, qui est psychologue que je connais bien, qui était dans le même laboratoire que moi à l'Institut Lycéum Intelligent et de la robotique. Euh, voilà, et puis avec professeur Dorine Vergilino-Pérez. Voilà, donc ce que je te propose, donc tu as 40 minutes de présentation et puis après on discute ou tu préfères avoir des questions au fur et à mesure? Qu'est-ce que tu préfères? C'est vraiment comme vous voulez. Moi, je peux m'interrompre si besoin, ou sinon, après, je peux filer et peut-être on revient sur les diapositives D'accord. On voit si on a pour la des questions suite. Oui, pressantes, si on voilà. ne comprend pas, on t'interrompra alors. Oui. Par contre, je ne suis pas sûre que je vois la boîte de chat, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à peut-être vous manifester directement. Parce qu'une fois que je serai lancée, je ne suis pas sûre que je vais pouvoir regarder les discussions, vu que c'est à part. Ok, très bien. Donc voilà, je te laisse jusqu'à 17h50 alors. Ok, bah, je commence alors. Bah, écoute, je suis ravie d'être là aujourd'hui, hein. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, comme vous l'avez dit juste avant, j'ai soutenu ma thèse donc, fin novembre sous la direction du professeur Dorine Virgino-Pérez et du docteur Laurent Chaby au laboratoire Vision Action Cognition de l'Université de Paris. Et donc, mes travaux ont porté sur une meilleure compréhension des liens entre émotion et posture, en considérant justement le rôle des traits individuels, des traits de personnalité dans les tendances à l'action. Donc, je vais vous commencer par vous présenter brièvement les concepts théoriques clés sur lesquels repose ce travail de recherche. Euh, Puis, j'en viendrai aux études expérimentales qu'on a réalisées avant de discuter justement des résultats obtenus au regard de la littérature et de proposer quelques perspectives pour des études futures. Donc, tout le monde voit bien ma diapositive principale? Oui, c'est bon? Parce que j'ai plus l'encadré vert. Oui. Oui, ok. Alors, donc, les émotions sont vraiment omniprésentes dans notre vie quotidienne et pourtant, elles ne font pas forcément consensus au niveau de leur définition. Donc, d'après Ochsner et Gross, l'émotion peut être considérée comme des cycles dynamiques de séquences monde, perception, évaluation, action. Donc, on va avoir le monde qui va se composer de stimuli internes ou externes que l'on peut donc percevoir. Donc, dans le cadre d'interactions sociales, on peut percevoir à la fois des signaux verbaux et des signaux non verbaux. L'étape d'évaluation qui viendrait estimer la valeur des stimuli en fonction des objectifs actuels de l'individu, du contexte ou bien de son expérience. Et enfin, l'étape d'action qui comprendrait les activations physiologiques telles que l'augmentation du rythme cardiaque ou des comportements manifestes tels que par exemple la production d'expressions faciales émotionnelles. L'action qui va être déclenchée est supposée permettre de réduire l'écart entre le monde tel qu'il est et le monde tel que je voudrais qu'il soit, modifiant ainsi en retour notre monde interne ou externe et constituant le point de départ du cycle suivant. Donc, dans le contexte de ce travail de recherche, je me suis plus spécifiquement intéressée aux indices perceptifs que sont l'expression faciale émotionnelle, la direction du regard et la distance interpersonnelle. Donc, le traitement des expressions faciales émotionnelles, c'est vraiment une compétence essentielle qui va se développer de manière graduelle au cours de l'enfance et qui serait prédictive de la qualité des relations sociales à l'âge adulte. Une bonne reconnaissance des expressions faciales contribuera à la compréhension des intentions, mais aussi des états émotionnels d'autrui, ce qui constitue le fondement de la cognition sociale humaine. Donc, dans un contexte d'interaction sociale, l'étape perceptive, donc de perception, doit tenir compte justement de la multiplicité des indices socio-émotionnels, puisque au quotidien, finalement, on rencontre assez peu une expression faciale émotionnelle de manière isolée, et souvent, donc, ça va s'associer par exemple à une direction de regard. Donc, la direction du regard va donner une indication sur l'élément de l'environnement que l'observateur doit prendre en compte pour diriger son attention. D'après l'hypothèse du signal partagé, lorsque la direction du regard
et l'expression faciale d'autrui communiquent la même intention, cela viendrait améliorer le traitement de cette même émotion. Donc, par exemple, un visage de colère avec un regard direct, il sera perçu comme plus intense qu'avec un regard dévié, puisque potentiellement, il représente une menace pour l'observateur plus importante, et cela s'inverserait pour la peur. Donc, un visage de peur avec un regard dévié suggérerait une menace qui provient de l'environnement et qui serait potentiellement menaçante pour l'observateur par rapport à un regard direct. Enfin, dans un contexte social, la distance de l'interlocuteur par rapport à l'observateur fournit des indices quant au lien que les individus vont établir entre eux. Donc cette distance varie en fonction des besoins des individus de s'approcher de leur père, dans un contexte prosocial ou affiliatif par exemple, ou bien de les éviter afin de maintenir un espace personnel qui sera sûr. D'après la théorie de l'équilibration, une intrusion dans la zone de confort de l'observateur, face à un individu en colère très proche, par exemple, conduira l'observateur à réguler sa distance interpersonnelle par un comportement d'approche ou bien un comportement d'évitement. Et donc, ces trois signaux socio-émotionnels tiennent vraiment une place essentielle dans les interactions sociales. Et si la perception des émotions est modulée par la direction du regard et la distance interpersonnelle, cette influence est également réciproque. Donc, le plus souvent, l'ajustement de la distance interpersonnelle sera évalué à l'aide d'une tâche qu'on appelle une tâche de stop-distance, où le participant doit arrêter un partenaire réel ou un partenaire en réalité virtuelle immersive, donc lui dire stop, quand la distance lui paraît confortable pour une interaction en face à face. Nous avons construit une version informatisée de cette stop distance task en se basant sur les travaux de Vieira, où l'ajustement de la distance s'effectue sur un écran, en augmentant ou en diminuant la taille d'un visage virtuel à l'écran, donc simulant un mouvement d'approche ou bien un mouvement de retrait. Plusieurs auteurs ont observé que la distance interpersonnelle ajustée était la plus grande face à des visages qui exprimaient la colère, la peur et la tristesse, et qu'on mettait une distance beaucoup plus courte face à la joie et à la neutralité. Concernant la direction du regard, l'utilisation d'un indice psychophysique, qui est donc le cône de regard direct, va permettre de caractériser précisément l'étendue des déviations de regard que les participants vont interpréter comme étant un regard direct, donc comme les regardant directement. Donc, on va présenter plusieurs directions de regard. Donc, pour chacune des directions de regard qu'on va présenter, qui peuvent être soit directes, soit complètement déviées, ou bien intermédiaires, et donc qui sont des directions plus ambiguës, les participants doivent indiquer s'ils considèrent que le visage regarde vers leur gauche, droit devant ou vers leur droite. Ce qui va permettre de déterminer ici trois fonctions logistiques et de déduire ensuite deux seuils. Deux seuils qui vont correspondre aux intersections des fonctions regard vers la droite et regard droit devant d'une part, et regard vers la gauche, regard droit devant d'autre part. Et donc ici, ces seuils, on va prendre la largeur de ces seuils, et donc ces seuils vont délimiter le cône de regard direct, et donc sa largeur. Donc un élargissement du cône, un cône plus large, correspondrait en fait à une probabilité accrue de percevoir une direction de regard qui sera intermédiaire et donc ambigu comme nous regardant directement, tandis qu'un cône plus étroit, un rétrécissement du cône, serait lié plutôt à une augmentation de la probabilité de perception d'un regard intermédiaire comme étant dévié, donc comme regardant l'environnement. Donc certaines études ont fait état d'un cône plus large en réponse à des visages de colère et de joie, et d'un cône plus étroit en réponse aux visages de peur. Donc on considérerait face à des visages de colère que des directions de regard finalement intermédiaires, donc ici nous regarderaient directement, tandis que pour la peur, on considérait qu'on interpréterait plutôt qu'ils regarderaient l'environnement. Si la prise en compte de ces différents signaux socio-émotionnels est essentielle dans l'étude du traitement des émotions, les théories qui sont plutôt multicomponentielles soulignent également l'importance de prendre en compte le rôle de certaines variables individuelles. Donc typiquement, les participants présentant un trait d'anxiété élevé ou sur un versant un peu plus clinique chez des participants présentant une personnalité plus borderline, ces derniers préféreraient une plus grande distance interpersonnelle face à autrui. De plus, les participants qui présentent des scores d'anxiété plus élevés
interpréterait des directions de regard intermédiaires comme étant plus directes, donc comme les regardant plus directement pour des visages de colère et comme étant plus déviés pour des visages apeurés. Donc ces différents signaux sociaux ont une fonction motivationnelle qui va préparer l'organisme à agir par des tendances à l'action, telles que l'approche ou l'évitement. Ce couplage qu'on a entre perception des émotions et tendance à l'action peut être quantifié avec des mesures fines sur le plan sensorimoteur et postural, à l'aide donc d'une plateforme de force présentée ici. Les mesures posturographiques ont pour avantage de vraiment refléter les ajustements posturaux spontanés et automatiques et vont permettre une mesure objective de la stabilité posturale et des tendances à l'action. Donc, on va examiner ici les déplacements du centre de pression, donc le centre de pression qui correspond à la projection au sol du centre de gravité. Et donc, on va regarder les oscillations finalement de ce centre de gravité et qui va permettre de calculer plusieurs paramètres, donc notamment, donc ici, on va pouvoir calculer l'air, donc qui correspond ici à l'ellipse qui recouvre donc finalement l'ensemble des déplacements du centre de pression. On va pouvoir calculer la longueur, donc qui correspond ici à ce qu'on appelle le spaghetti, donc qui est en bleu, donc qui est la longueur finalement des déplacements mis bout à bout, et la déviation standard donc du COP, qui vont permettre, donc ces mesures vont permettre d'évaluer la stabilité posturale. Tandis que la position moyenne donc, du centre de pression sur l'axe donc antéro-postérieur ici, va permettre d'apprécier les comportements d'approche ou d'évitement. Donc, est-ce que le COP Y finalement est placé plus en avant du 0, donc comportement d'approche, ou plus en arrière, et donc un balancement donc plus postérieur ici, donc un comportement d'évitement. Il a été largement rapporté dans la littérature que les états émotionnels se reflètent dans les déplacements du corps. Donc, typiquement, une expression de joie déclenchera chez l'observateur une tendance à l'action d'approche, tandis qu'un visage de dégoût suscitera plutôt de l'évitement. Un comportement de freezing, c'est-à-dire d'immobilisation du corps, peut également être observé lorsque le degré de menace est relativement faible. C'est ici un comportement de préparation à l'action. Toutefois, la littérature peine à s'accorder sur des patterns comportementaux spécifiques à chacune des émotions. Et donc, plus récemment, l'étude des différences individuelles a permis de mettre en évidence des comportements qui seraient différenciés et qui pourraient dépendre en fait des traits de personnalité. Donc, par exemple, face à un partenaire en colère, un individu qui présente des comportements agressifs aura plutôt tendance à aller à la confrontation, tandis qu'un individu plus anxieux sera plutôt susceptible de présenter un comportement de fuite, donc d'évitement ou bien d'immobilisation. Donc, un des objectifs de cette thèse était d'adopter un point de vue intégratif en prenant en compte donc à la fois la direction du regard et également la distance interpersonnelle et en considérant également le rôle de certaines différences individuelles, en examinant un large panel d'émotions permettant de comparer plus finement l'influence des émotions sur la posture. Le lien entre émotion et posture a été assez peu exploré finalement chez l'enfant d'âge scolaire, à savoir que le contrôle postural des enfants est mature vers l'âge de 7 ans, mais c'est seulement vers l'âge de 10 ans qu'il est donc plus proche de celui des adultes. De récentes études ont révélé une moins bonne stabilité posturale dès l'âge de 7 ans face à des visages tristes et heureux comparativement à des visages neutres, ainsi qu'en réponse à des films émotionnels comparativement à des films neutres. Dans un contexte clinique, ces liens réciproques entre émotion et posture commencent également à être davantage étudiés. Donc, par exemple, chez des patients qui présentent un trouble du spectre de l'autisme, où les difficultés socio-émotionnelles peuvent affecter la sensorimotricité et participer aux difficultés dans les activités de la vie quotidienne pour maîtriser leur motricité fine ou participer à des activités sociales. De manière réciproque, chez des enfants présentant un trouble d'acquisition de la coordination, où au premier plan, cette fois-ci, on retrouvera des difficultés de motricité globale et fine, cela pourra venir gêner au second plan la mise en place d'interactions sociales de qualité et contribuer à placer l'enfant en retrait de ses camarades. Dans le cadre de mes travaux de thèse, nous nous sommes intéressés au lien entre émotion et posture chez des enfants et adolescents porteurs d'une pathologie au niveau du cervelet. Donc le cervelet, qui est une structure qui est impliquée à la fois dans les fonctions motrices, et son rôle a été plus récemment étendu au traitement cognitif, affectif
et comportementaux. Donc, ces patients avaient plus spécifiquement un kyste arachnoïdien de la fosse cérébrale postérieure. Souvent, le kyste peut être considéré comme bénin. Pourtant, de par son aspect potentiellement compressif au niveau du cervelet, il peut venir perturber différents processus moteurs et ou socio-émotionnels. Donc, l'objectif premier de mes travaux de recherche était de mieux comprendre la place de certains signaux socio-émotionnels dans la boucle perception-action, ainsi que le rôle de certains traits individuels. Donc, c'était l'objet des études 1 à 3. Et le second objectif consistait à apporter un éclairage clinique au lien entre la perception des émotions et le contrôle postural chez les enfants et adolescents porteurs d'un kyste de la fosse postérieure, et d'objectiver donc des difficultés qui peuvent se répercuter dans des situations d'interaction sociale de la vie quotidienne. Donc cela a été rendu possible grâce à notre revue de littérature ainsi qu'à l'étude 4. Donc, ce qui m'amène à la deuxième partie de cette présentation, dans laquelle je vais vous présenter les différentes études expérimentales dans le cadre donc, de mes travaux de recherche. Alors, la première étude avait pour objectif de caractériser le rôle du type de stimuli et des émotions sur la posture en considérant le rôle des traits individuels. Pour cela, nous avons examiné chez 56 participants l'ajustement postural en réponse à différents stimuli émotionnels, ainsi que leur réponse à plusieurs questionnaires évaluant des traits stables de la personnalité. Plus spécifiquement, donc, on a mesuré la stabilité posturale globale et les comportements d'approche et d'évitement face à des vidéos émotionnelles et des visages émotionnels. Donc, les résultats présentés ici montrent la stabilité posturale des participants en réponse au type de stimuli et d'émotions. On observe ici que globalement, donc, la présentation de vidéos, donc ici en rouge, a conduit à une moins bonne stabilité, donc à une longueur ici des déplacements plus importante finalement, que ici la présentation de visages émotionnels en bleu. Et notamment donc, lorsqu'elles exprimaient de la peur, de la joie ou de la neutralité. De même, on a souligné justement le rôle de plusieurs traits individuels ainsi que de l'état émotionnel du participant, comme modulateur potentiel de la stabilité posturale. Par exemple, plus les participants présentaient un haut score d'anxiété-état, plus ils se montraient instables en réponse aux vidéos de peur et de tristesse. Donc la tristesse, c'est une émotion qui peut être perçue comme une forme de détresse psychologique qui peut venir générer de l'empathie et une tendance à l'approche. Mais elle transmet également une expression de douleur physique. Donc, chez des individus anxieux, cette émotion peut conduire à un conflit cognitif et postural entre, d'une part, l'approche pour apporter une aide, ou au contraire, l'émotion d'une émotion qui est aussi négative et qui peut affecter leur stabilité posturale. Concernant la vidéo de peur, donc la mise en scène de cette vidéo de peur suggérait une menace qui provenait de l'environnement et qui potentiellement donc, pouvait être menaçante pour l'observateur, ce qui peut expliquer justement cette augmentation d'instabilité posturale. En revanche, donc ici, nous n'avons pas observé d'effet du type de stimuli ou des émotions sur les tendances à l'approche ou l'évitement. Donc ici, on a donc la position moyenne du COP Y, donc représentée par les triangles et les gros points et les gros triangles, et donc la dispersion individuelle, donc les points individuaux ici également. Donc on n'a pas observé d'effet du type de stimuli ou des émotions sur les tendances à l'approche ou à l'évitement. On note toutefois que finalement ici, la présence d'une grande dispersion interindividuelle antéro-postérieure, donc sur l'axe ici antéro-postérieur, qui est représentée par la multitude de points ici, et qui s'est avérée significativement plus importante en réponse aux vidéos qu'au visage. On a également observé en parallèle la présence de corrélation entre les traits de personnalité et le COP-Y. Donc, par exemple, un haut score d'extraversion était associé à un comportement d'évitement des vidéos de peur et des visages de colère, tandis qu'un haut score de névrosisme, donc une bonne stabilité émotionnelle, était associé à un comportement d'évitement des vidéos de colère et des visages de peur. Donc finalement, il semble nécessaire ici de prendre en compte différents facteurs lors de l'examen du contrôle postural, tels que la modalité de présentation du stimulus, mais également un panel plus large d'émotions afin d'aboutir à une catégorisation fine des émotions, et également de considérer les traits individuels qui semblent moduler à la fois la stabilité posturale et les comportements d'approche et d'évitement. Je peux juste faire une pause. Oui.
Parce que si je me dis, si je suis perdue là, ça va être dommage pour la suite. Tout à fait. On est d'accord que donc le rond, c'était quand le stimuli était une vidéo et le triangle, c'est quand on leur présentait des visages. Exactement. Les petits points, c'est parce qu'ils bougeaient plus ou moins sur sur la tablette, c'est ça? Alors, en fait, ici, donc, sur la plateforme de force, donc, les gros points et les gros triangles, c'est la position en moyennant tous les individus ensemble. Et donc, on a regardé, on a également ici ploté les individus un par un pour voir en moyenne ce qui se passe. Et on se rend compte qu'en moyenne, finalement, ce n'est pas non plus tant représentatif que ça, puisqu'on voit qu'il y a une grande dispersion entre les individus. Et du coup, D'accord? ça fait quoi? Enfin, Ça, c'est la position. Alors, en fait, c'est la position moyenne donc, du centre de pression. Donc, la position moyenne ici, finalement, sur 30 secondes, on a moyenné les déplacements de l'individu sur l'axe antéro-postérieur pour voir si, en moyenne, est-ce qu'il était plutôt, finalement, est-ce qu'il y avait plutôt un balancement ici antérieur. Donc là, on est sur le zéro. Donc, finalement, le zéro, c'est comme s'il était tout à fait droit. Et plus on augmente ici, donc plus le balancement antérieur augmente, donc plus il est en avant, finalement, et ici, plus il est en arrière. Et l'objectif, c'est de voir si finalement, est-ce qu'en fonction des émotions qu'on va présenter et donc du type de stimuli présenté, donc est-ce que si c'est une vidéo ou un visage émotionnel, est-ce qu'on va observer en moyenne des patterns comportementaux différents? Est-ce que face à la colère, ils vont plutôt s'approcher ou face à la joie, ils vont plutôt s'approcher, etc. Et on voit que finalement, quand on regarde en moyenne, on n'a pas de différence, mais elle peut s'expliquer, donc l'absence de différence peut s'expliquer par le fait que finalement, les individus entre eux vont se comporter de façon très différente. Et c'est un peu aussi le point important, c'est que finalement, généralement, on regarde en moyenne ce qui se passe. Et donc moi, dans ma tête, je voulais vraiment regarder les informations de façon individualisée et pouvoir les corréler donc, avec les traits de personnalité individuels. Je ne sais pas si c'est plus clair. Oui, oui, merci. OK. Donc, du coup, dans la suite de la thèse, on voit finalement que les comportements sont assez différents face à une vidéo ou un visage émotionnel. Et que donc ce type de stimuli affectait différemment la posture. Il est possible finalement que, finalement, donc dans la suite, on s'est intéressé spécifiquement au visage émotionnel, puisque les comportements sont assez différents. Mais il est possible aussi qu'un visage émotionnel, une expression faciale émotionnelle à elle seule, ne soit pas un indice social qui soit suffisamment puissant pour déclencher des tendances à l'action d'approche ou d'évitement qui seraient donc visibles ici sur la posture, donc visibles sur des mesures posturales, donc ici telles que le COP Y. Donc on a combiné plusieurs indices entre eux. Donc on a combiné par la suite donc, une expression faciale émotionnelle avec une modification de la distance interpersonnelle, donc avec un mouvement d'approche ou un mouvement d'évitement. Et donc c'est la deuxième étude de cette thèse. Et la deuxième étude de cette thèse, donc, elle avait pour objectif d'identifier les mécanismes de régulation de la distance interpersonnelle. Comment on va réguler finalement notre distance à autrui. Et ce, donc, dans le cadre d'une tâche de distance informatisée, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec l'ajustement d'un visage sur un écran, et également donc, de l'ajustement postural, ici, sur la plateforme de force. Donc, on a recruté 64 participants donc, qui étaient placés, donc ici, comme sur le schéma, sur une plateforme de force, et qui effectuaient tout d'abord une tâche initiale de distance informatisée, durant laquelle on n'enregistrait pas la posture. Donc, l'étape 1, on n'enregistrait pas la posture. Et donc, ils avaient, à l'aide de la manette ici, ils devaient augmenter ou diminuer la taille d'un visage émotionnel présenté à l'écran jusqu'à atteindre une distance qu'ils considéraient comme appropriée pour une interaction sociale en face à face. Après cette étape d'ajustement de la distance, ils remplissaient plusieurs questionnaires pour évaluer les traits de personnalité. Ensuite, donc, on enregistrait la posture, mais uniquement face à un écran vide et à une croix de fixation pour avoir une base, ici, une baseline. Et ensuite, donc, on enregistrait, on alternait donc, entre une tâche posturale, donc on enregistrait leur posture face à des visages émotionnels, avec un mouvement d'approche, donc qui simulait un mouvement d'approche, ou bien un mouvement de retrait. Et ensuite, donc, ils effectuaient à nouveau la tâche de distance informatisée. Donc, on alternait une tâche posturale, une tâche d'ajustement de la distance avec la manette, etc., etc. Quand on regarde la stabilité posturale, on remarque que celle-ci était affectée par la perception de stimuli sociaux. Donc, dès lors qu'on présentait des visages par rapport à un écran vide ou à une croix de fixation. Donc, dès lors qu'on montrait des visages, ils se montraient plus instables que face à un écran vide à une croix de fixation. Et cette instabilité augmentait
quand le visage avait un mouvement d'approche par rapport à un mouvement de retrait. On a également observé ici un effet cohérent des émotions sur la distance simulée. Donc ici, on a pris finalement la distance que les participants ajustaient à l'écran donc face au visage, et on l'a converti en distance simulée, finalement, en combien de centimètres ici les participants mettraient face à un visage, si donc on le convertissait en distance réelle face à un individu. Donc on a converti la distance ajustée face à l'écran en distance finalement réelle. Et on a regardé donc ici si elle variait en fonction des émotions exprimées par le visage. On remarque ici que les participants finalement ajustent la distance la plus courte, donc une distance assez courte face au visage neutre et heureux, et la distance la plus importante face au visage de colère et de dégoût, donc ce qui est cohérent avec la littérature. Ensuite, on a regardé en parallèle donc, la position moyenne du copy grec. Donc, posturalement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ici, ils vont également approcher les mêmes émotions pour lesquelles ils ont ajusté une distance plus courte? Et donc, de façon intéressante, on se rend compte finalement que les comportements d'approche et d'évitement au niveau postural étaient cohérents avec la distance ajustée ici avec le joystick. Donc, le copy grec ici était situé plus en avant face à des visages, donc ici, de neutralité, de joie, ensuite de peur et de tristesse. Ici, on remarque donc un comportement plutôt peut-être d'immobilisation ou de freezing face au dégoût et d'évitement de la colère, ce qui suit un pattern relativement similaire à celui de la distance simulée. En revanche, on observait que ces deux mesures-là, finalement, présentaient des corrélations qui étaient différentes avec les traits individuels. Par exemple, des participants qui présentaient un score d'anxiété état élevé étaient associés à une plus grande distance, donc ajuster une plus grande distance face au visage de colère, que donc les participants non anxieux. Un score d'extraversion élevé était associé à un comportement postural d'évitement face à des visages apeurés, avec un mouvement de retrait. Oui, juste Angélique, Oui. est-ce que tu peux faire un petit point sur le Big Five parce que ce n'est pas clair pour tout le monde? Et juste pour la diapo précédente, c'est assez intéressant quand on voit les différentes émotions. On voit que la machine humaine est bien faite, c'est-à-dire que quand ça se passe bien, on n'a pas beaucoup de signal. On a la joie, par contre, on a plein de signaux différents quand il y a une simulation difficile dans l'environnement. On est des machines à sélectionner les problèmes, à détecter les problèmes. On a plein d'émotions négatives et pas tant que ça positives. On voit vraiment ce déséquilibre-là. Avec la joie, il y a un comportement d'un côté et puis il reste des émotions qui sont plus négatives. Et, ouais, je te laisse peut-être un peu plus détailler extraversion, introversion, neuroticisme. En tout cas, le Big Five, ce n'est pas forcément très clair pour tout le monde. Oui, alors du coup, à l'aide d'un questionnaire, on va venir ici évaluer donc, les 5 grands traits de personnalité, enfin 5 grands axes de personnalité. Donc, c'est les traits donc, océan, donc avec l'ouverture. Ici, on a ensuite la conscienciosité, donc ici, qui est donc des personnes qui vont finalement être moins impulsives, qui vont être assez consciencieux dans la façon de réagir, etc. L'extraversion, donc avec une plus grande ouverture, ici, finalement, sociale, etc. L'agréabilité à autrui, donc aussi également donc, avec des comportements plus prosociaux, finalement. Et le névrosisme, donc le névrosisme donc qui est plutôt lié à une moins bonne stabilité émotionnelle ici. Et donc, c'est celui qui corrèle justement avec ce qui est intéressant, donc avec les vidéos de peur qui justement viennent éviter. Donc, on a ces 5 traits et on va regarder est-ce que certains traits, certains axes vont corréler plus ou moins avec des mesures, donc ici, soit des mesures perceptives avec la distance simulée ou des mesures plus posturales. Et donc, en fonction de ces traits-là, on voit que finalement, on agit différemment, justement, au niveau postural, mais aussi au niveau perceptif. C'est bon pour toi, Daniel? Je pense que c'est. Ah. Oui, c'est bon. Donc, je pense que c'est bon. Ouais. Donc, finalement, ce qu'on observe ici, c'est que on avait observé dans la première étude que l'expression faciale émotionnelle à elle seule ne déclenchait pas posturalement de comportements d'approche ou d'évitement différenciés. Alors là, on voit que quand on les couple
à un autre signal socio-émotionnel, donc ici à un mouvement d'approche ou un mouvement d'évitement, ça va déclencher des tendances à l'action qui sont visibles sur les mesures perceptives et également les mesures posturales. Donc il semble ici que le couplage de ces deux signaux socio-émotionnels, donc avec l'expression faciale d'une part et les changements de distance perçus, finalement, au mouvement d'approche ou d'évitement d'autrui, constitue une combinaison qui est suffisamment robuste pour déclencher des tendances à l'action visibles sur les mesures ici posturales. Et également, donc les traits individuels ici qui tiennent également une place assez essentielle et qui, puisqu'elles modulent la régulation de cette distance interpersonnelle. Donc on s'est demandé si peut-être d'autres indices socio-émotionnels, tels que la direction du regard, donc est-ce que combiner une expression faciale émotionnelle avec une direction du regard, pourrait influencer également les ajustements posturaux, et notamment donc, la stabilité posturale et les tendances à l'action. Est-ce que ça va venir déclencher finalement des tendances à l'action? Est-ce que la combinaison d'une expression faciale et d'une direction de regard serait suffisamment robuste, serait une combinaison suffisamment robuste d'un point de vue émotionnel pour déclencher des tendances à l'action qui seraient visibles finalement sur la posture? Donc, dans une troisième étude, on a examiné si la direction du regard, donc qui est quand même un indice central dans le contexte d'interaction sociale, influençait la perception, donc la façon dont on va interpréter la direction du regard d'autrui, et le contrôle postural, en considérant également le rôle des traits individuels. Donc, de façon assez similaire à l'étude précédente, donc, on a donc, recruté donc ici 52 participants et débuté par une tâche perceptive, donc une tâche initiale de jugement de direction du regard. Donc, on leur demandait ici de juger la direction de regard de visage émotionnel présenté à l'écran. Et donc, ces visages pouvaient exprimer donc, 5 émotions différentes ou l'expression neutre et présenter 7 directions de regard différentes. Donc, soit elles pouvaient ici regarder donc, droit devant, soit des directions de regard complètement déviées ou des directions intermédiaires. Et on demandait donc aux participants d'indiquer avec la manette ici s'ils considéraient que le visage présenté à l'écran regardait vers leur gauche, regardait droit devant ou regardait vers leur droite. Après, donc cette étape, il remplissait différents questionnaires donc pour évaluer justement l'anxiété, l'agressivité, les traits du Big Five et également ici les tendances dépressives. On enregistrait de la même façon la tâche, dans le cas d'une tâche posturale, les oscillations face à un écran vide et à une croix de fixation pour avoir cette baseline. Et enfin, donc on alternait entre une tâche où il jugeait avec la manette les directions de regard de visage présentées à l'écran sans enregistrement postural et une tâche posturale où on enregistrait la posture pendant ici qu'on leur montrait des visages exprimant différentes émotions avec un regard direct ou bien un regard complètement dévié. Donc, on a regardé leur stabilité posturale, donc comment cette dernière était affectée justement par la présentation de ces visages émotionnels par rapport à un écran vide et à une croix de fixation. Donc, on a observé de manière similaire à l'étude précédente que finalement, les participants se montraient plus instables quand on présentait des visages émotionnels, quelle que soit l'émotion présentée, par rapport à quand on leur présentait un écran vide et une croix de fixation. On a également observé finalement que la stabilité posturale était modulée de façon différente par la combinaison de l'émotion à la direction du regard. Donc les participants étaient plus instables, donc oscillaient davantage quand ici on présentait un visage neutre combiné avec un regard dévié par rapport à quand on leur présentait un regard direct, mais également quand on leur présentait un visage triste avec un regard direct par rapport à quand ce dernier avait un regard dévié. Et donc, on a reproduit ici le cône, le CODG, pour voir donc la largeur du cône, l'étendue des déviations de regard que le participant considérait comme le regardant pour chacune des émotions. Donc, la largeur ici du cône était calculée à partir donc, des 7 directions de regard. Donc, voilà, on pouvait présenter un visage avec un regard direct ou bien des regards déviés vers la droite. Donc, ici, on a modulé finalement la position de la pupille dans l'œil, ici. On l'a dévié de 3 pixels, de 6 pixels ou de 9 pixels. Donc, ici, avec le regard le plus dévié. Et de la même façon, vers le côté gauche, donc on a dévié ici la direction de 3 pixels, de 6 pixels ou bien de 9 pixels. Donc ici, pour des déviations de 9 pixels, vers la droite ou vers la gauche,
il n'y a pas d'ambiguïté quant au fait que le visage regarde droit devant ou regarde ici vers la droite ou vers la gauche. Les participants ici jugent que ces regards donc regardent soit vers la gauche, soit vers la droite assez facilement. Pour le regard direct, ici également. Donc ici, on va surtout regarder finalement les regards intermédiaires pour voir finalement si d'autres facteurs, si des facteurs peuvent influencer dans la façon dont les participants vont interpréter cette direction de regard-là. Donc le graphique de gauche représente justement la largeur du cône, donc qui correspond ici à la largeur ici entre les deux seuils, et la largeur du cône en degrés en fonction des émotions. Donc on voit ici que le cône est le plus large, donc finalement les participants vont interpréter des directions de regard ici intermédiaires comme les regardant plus directement donc pour la colère et le dégoût, et plus étroit pour la peur. Donc cette fois-ci, des directions de regard intermédiaires, les participants vont plutôt les interpréter, les juger comme regardant l'environnement. Quand on regarde ici, donc au niveau postural, on n'a pas retrouvé, comme dans l'étude précédente, d'effet des émotions sur la posture au niveau de l'approche ou l'évitement. Donc ici, finalement, il n'y a pas de pattern postural différencié en fonction des émotions. On remarque en parallèle qu'on a quand même un certain nombre de corrélations entre justement les traits de personnalité et le COP-Y, ce qui suggère une grande diversité finalement des comportements adoptés face au même stimulus. Donc, par exemple, des participants qui sont plus extravertis ou avec un score d'ouverture, donc qui renvoie au plaisir de vivre de nouvelles expériences, une plus grande tolérance, étaient associés à un comportement d'approche face à des visages de joie. Des participants qui présentaient des scores de colère très plus importants, eux, avaient plutôt tendance à approcher des visages joyeux avec un regard direct. Donc finalement, on observe que justement la façon dont on va percevoir ici ces stimuli, le traitement perceptif, mais également les corrélats moteurs sont finalement assez différenciés en fonction de la combinaison de l'émotion, de la direction du regard, mais également donc ici sont modulés par les traits individuels. Donc ce qui nous amène ici au deuxième objectif de ces travaux de recherche, auxquels nous avons donc répondu grâce à notre littérature et à l'étude 4 de cette thèse. Donc l'objectif de notre revue littérature, c'était vraiment d'affiner la compréhension des liens réciproques entre les émotions et les compétences motrices, notamment les tendances à l'action visibles sur le plan postural, chez l'enfant et l'adulte en bonne santé, et dans le cadre de certaines pathologies développementales ou dégénératives. Donc, il faut savoir que la boucle perception-action, elle est assez peu explorée dans le cadre de la littérature portant sur les émotions, et peu d'études, finalement, viennent apporter un éclairage clinique. Donc, cette revue, globalement, elle a permis de souligner, dans le cadre de troubles du développement de l'enfant, l'importance d'être vigilant dans la pratique clinique sur la présence de différentes comorbidités, donc de troubles associés, et de ne pas sous-estimer le poids des difficultés socio-émotionnelles ou des troubles sensorimoteurs et posturaux au quotidien. On a également proposé donc, que des mesures fines de l'instabilité motrice et posturale, grâce à la plateforme de force, contribueraient à l'amélioration du bilan de certains patients, en offrant des indices qui sont parfois invisibles à l'œil du clinicien, mais qui peuvent ici avoir des répercussions dans les interactions sociales au quotidien. Ainsi, l'objectif de cette étude 4 était d'apporter un éclairage clinique des liens entre émotion et posture chez des patients présentant donc un kyste de la fosse postérieure, donc ici un kyste qui peut venir compresser le cervelet. Donc, de la même façon, ici, l'enfant ou l'adolescent était placé sur une plateforme de force. Donc, on a mesuré les oscillations posturales donc, de plusieurs enfants porteurs d'un kyste de la fosse postérieure et d'un petit groupe d'enfants témoins en bonne santé, face à un écran vide, une croix de fixation et des visages émotionnels donc, qui pouvaient véhiculer différentes émotions. En parallèle, on a également effectué une évaluation neuropsychologique pour évaluer l'impact du kyste dans la vie quotidienne en termes de comportement, de tendances anxio-dépressives, ainsi que sur les capacités de socialisation et de reconnaissance des émotions. Donc ici, on a représenté l'air, donc finalement ici la surface des déplacements du centre de pression. Donc plus l'air est importante, plus l'instabilité est importante. Donc on a représenté les enfants typiques en gris ici. Donc on observe qu'ils présentaient une bonne stabilité posturale, avec toutefois on voit une augmentation ici de l'instabilité
dès lors qu'on présentait des visages émotionnels par rapport à des stimuli non sociaux, donc écran vide ou croix de fixation. Parmi nos 3 patients, donc SF ici en gris foncé et RN en bleu, ont présenté une moins bonne stabilité posturale que les enfants typiques. Donc on voit ici qu'ils se distinguent assez bien des enfants typiques, à la fois en réponse aux stimuli non sociaux et sociaux, donc avec RN uniquement pour la croix. Notre patient AE, en revanche, présentait une bonne stabilité posturale face à l'écran vide et à la croix, mais se montrait, donc ici, moins stable face aux stimuli sociaux par rapport aux enfants typiques. Donc sur le graphique de droite est représenté le déplacement du centre de pression. Donc ici, on peut s'imaginer que c'est la plateforme de force, donc avec le patient ici debout, et on regarde donc ici les déplacements du centre de pression en moyenne sur les 30 secondes de présentation du stimulus. Donc là, c'est l'axe antéro-postérieur. Donc si le patient, le COP va dans cette direction, il approche. Si il va dans cette direction, c'est un balancement postural donc plus postérieur. De ce côté, donc vers la droite, et de ce côté, vers la gauche. Donc on a vraiment le déplacement du centre de pression sur les 30 secondes de présentation des émotions pour les enfants typiques ici. On remarque que globalement, les oscillations sont très réduites, qui se sont montrées assez stables, les enfants typiques ici, le groupe contrôle, face à l'ensemble des visages émotionnels, avec une réduction ici, une diminution de la surface des déplacements face au dégoût. Ce qui pourrait suggérer un comportement de freezing, donc d'immobilisation, qui a également été observé dans la littérature chez l'enfant et chez l'adulte. Donc ici, on a superposé, donc en noir, on a toujours le groupe contrôle et on a superposé les déplacements cette fois-ci, donc du patient AE face aux différents visages émotionnels. On observe que globalement, le patient AE présente une moins bonne stabilité posturale, en réponse notamment aux expressions donc, de joie, de colère ici et de neutralité. On n'a pas observé de prédominance d'approche ou d'évitement. Ici, on voit que finalement, l'instabilité est à la fois sur l'axe antéro-postérieur, mais également médiolatéral. On remarque en parallèle qu'il présentait des difficultés sur le plan de la socialisation et peu de difficultés socio-émotionnelles, malgré donc ici le volume du kyste. Donc, on voit bien ici le kyste en blanc sur l'IRM, donc qui est assez large, qui est assez important. Concernant notre patient SF, donc qui est représenté ici en gris, on remarque qu'il est moins stable également que les enfants typiques face à l'ensemble des expressions faciales émotionnelles, à l'exception de la colère, et qu'il témoignait ici en parallèle de difficultés sur le plan de socialisation à la Vineland, ainsi que des tendances anxio-dépressives. Enfin, ici, notre dernier patient, donc le patient ARN, donc on remarque qu'il est vraiment beaucoup plus instable même que les autres patients face aux différentes émotions, à l'exception donc du dégoût ici et un petit peu moins aussi de la peur, et qui va plutôt présenter un comportement d'approche face à des visages de colère. En parallèle, ce patient présentait des difficultés significatives sur le plan de l'agressivité, des difficultés de contrôle émotionnel, avec un faible score de socialisation, et également la présence d'une certaine anxiété et de tendances dépressives. On remarque ici que son kyste est vraiment plus petit que les autres patients, mais il est également plus compressif. Il vient davantage compresser le cervelet. À partir justement de ces différents résultats sur le plan postural et socio-émotionnel, on a donc fait émerger 2 profils neuropsychologiques principaux. Donc, avec un premier profil ici qui correspond au patient AE, qui comprend des difficultés essentiellement sur le plan de la régulation de la posture face au visage émotionnel, sans difficultés socio-émotionnelles majeures, et un deuxième profil, donc avec nos patients ARN et SF, associant cette fois-ci des difficultés à la fois posturales, socio-émotionnelles et comportementales. De plus, ici, les difficultés qu'on a observées dans le cadre de ce deuxième profil s'étendaient également dans la vie quotidienne de ces patients, entravant leurs interactions sociales. Donc, on remarque finalement ici que la sévérité des atteintes de chaque profil pourrait être liée à différents facteurs, tels que le volume ou la forme du kyste, qui pourrait conduire à une compression plus ou moins importante du cervelet. Nos résultats corroborent également l'implication finalement du cervelet sur le plan de la motricité, mais également dans le traitement cognitif et affectif. Et bien que le kyste arachnoïdien soit une affection d'apparence bénigne, ses potentielles répercussions au sein des processus cognitifs, affectifs et comportementaux ne doivent pas être négligées et doivent être prises en compte dans le cadre de leur bilan neuropsychologique, afin de mettre en place une intervention qui peut être précoce et ciblée. Alors, est-ce que peut-être il y a des questions avant que je passe à la discussion ?
ou je continue? Vas-y, c'est bon. Ok. Donc, ce qui m'amène à la dernière partie donc, finalement de cette présentation, dans laquelle je vais brièvement rappeler les résultats pour qu'on soit une idée un petit peu plus générale ici au travers des différentes études et présenter justement les perspectives théoriques et cliniques de ce travail de thèse. Donc, au total, finalement, ces travaux de recherche auront permis d'affiner, de préciser le rôle de plusieurs signaux socio-émotionnels dans la boucle perception-action et de préciser le poids, la pondération finalement de chacun de ces indices, la place de chacun de ces indices dans le traitement perceptif et dans le contrôle postural. Donc, on a montré sur le plan moteur que la stabilité posturale finalement reposait à la fois sur la complexité et le caractère dynamique de la stimulation, donc avec justement la vidéo vs visage, mais également le mouvement d'approche et l'évitement d'un visage, ainsi que sur la combinaison des indices socio-émotionnels, avec des directions de regard combinées à des expressions faciales émotionnelles. Toujours sur le plan moteur, mais cette fois-ci, que les tendances à l'action, d'approche ou d'évitement pouvaient être influencées ici par les émotions et le mouvement d'autrui, qui se traduisait par un comportement d'approche des visages de joie, de tristesse, de peur et de neutralité, un comportement de freezing face au dégoût et d'évitement face à des visages de colère. Sur le plan perceptif, nous avons mis en évidence donc, que l'ajustement de la distance interpersonnelle, donc de la distance à autrui, et le jugement de la direction du regard étaient modulés ici par l'émotion exprimée par autrui. Et donc enfin que les traits individuels modulaient de façon modérée les effets sur le plan de la perception et de l'action. D'un point de vue clinique, l'étude chez des patients porteurs d'un kyste de la fosse postérieure a permis de souligner la présence de difficultés motrices, cognitives et ou socio-émotionnelles, avec donc, un premier profil où le patient présentait des difficultés essentiellement posturales sans difficultés socio-émotionnelles majeures, et un deuxième profil associant des difficultés posturales, socio-émotionnelles et comportementales. Concernant les perspectives théoriques et cliniques, dans cette thèse, sur le plan postural chez l'adulte sain, on a mis en évidence une moins bonne stabilité posturale face aux visages émotionnels, donc aux stimuli sociaux, par rapport aux stimuli non sociaux, mais également en réponse aux vidéos émotionnelles et aux visages ayant un mouvement d'approche. Cette observation, finalement, vient corroborer l'idée que le traitement des visages émotionnels est une tâche qui est complexe à réaliser et qui, lorsqu'elle est effectuée simultanément au maintien de l'équilibre postural, serait priorisée au détriment ici de la posture. Donc, ces observations, finalement, soulignent le caractère spécifique, justement, de la dynamique du stimulus, puisqu'il influencerait le contrôle postural. On peut se demander si, finalement, ce pattern postural, est-ce qu'il est spécifique aux visages qui ont un mouvement d'approche, ou bien au fait qu'ici, finalement, on a un flux dynamique qui est associé au stimulus. Donc, une future étude pourrait examiner de quelle manière la stabilité posturale est influencée par des stimuli avec une gradation en termes de complexité, donc des stimuli peu complexes, vs plus complexes, statiques ou en mouvement, pour examiner si le pattern postural, ici face à stimuli non sociaux, en mouvement, est-ce qu'il diffère du pattern postural de stimuli sociaux en mouvement. On a remarqué que le comportement d'approche et d'évitement observé était modulé de façon modérée par les caractéristiques propres à la personne qui traite l'information, telles que ses traits de personnalité, et plus spécifiquement, justement, les traits du Big Five. Au sein d'un même trait, finalement, les comportements d'approche et d'évitement pouvaient varier en fonction de l'émotion, du format de présentation, vidéo vs visage, du mouvement du visage et ou de la direction du regard. Donc finalement, lors de futures études, il paraît important justement de prendre en compte la complexité des profils individuels, puisqu'un participant finalement peut aussi combiner de multiples traits de personnalité et états émotionnels, ce qui peut aussi générer des tendances motivationnelles conflictuelles. Donc l'identification de profils de traits, donc ici qui associe plusieurs traits individuels à l'aide de métatraits qui commencent un peu à être étudiés aussi, pourrait nous permettre ici d'affiner la place des traits individuels dans la boucle perception-action. Donc les métatraits vont vraiment regrouper, ici vont associer plusieurs traits de personnalité ensemble pour ensuite donc aboutir à un métatrait spécifique, un ou plusieurs métatraits par participant. Enfin, si l'émotion ici associée au mouvement d'approche ou d'évitement
Donc, on l'a vu, finalement, était une combinaison qui était suffisamment robuste pour déclencher des tendances à l'action visibles sur la posture. Ça suggère que ici, la perception ici d'un changement de distance ici est un facteur qui est essentiel dans les tendances à l'action. Et on pourrait se demander si justement, pas uniquement finalement demander aux participants de se tenir de manière statique sur une plateforme, mais finalement lui demander d'effectuer un pas en avant, l'initiation d'un pas en avant face à un visage émotionnel qui réduirait objectivement la distance face au visage, peut-être serait affecté de manière différenciée justement par l'expression faciale et la direction du regard. Donc c'est une étude dont la mise en place a justement débuté dans le cadre d'un séjour de recherche aux Pays-Bas que j'ai réalisé avec le docteur John Steens. Et enfin, donc, le volet clinique de cette thèse, donc on l'a vu, apporte un éclairage clinique sur les liens entre émotion et posture chez les enfants et adolescents porteurs d'un kyste de la fosse postérieure. Et une première perspective clinique pourrait être de continuer à faire évoluer nos mesures posturales et perceptives de façon à les inclure dans le bilan de façon pratique, dans le cadre d'un bilan neuropsychologique, et ce avec un minimum de matériel, puisque pour le moment, il y a quand même plusieurs ordinateurs à chaque fois à amener donc, à l'hôpital. La plateforme de force, etc. Donc, c'est beaucoup de matériel finalement à chaque fois à emporter. Et donc, cette évaluation pourrait être intégrée dans le bilan en cas de doute sur des troubles justement relationnels ou ici de théorie de l'esprit pour affiner le diagnostic moteur et socio-émotionnel. En termes de remédiation, on pourrait également proposer un entraînement postural à des enfants qui présentent des pathologies associant des difficultés posturales et ou socio-émotionnelles qui se répercuteraient dans leur vie quotidienne. Donc, par exemple, proposer un entraînement en double tâche qui comprendrait un feedback visuel à l'écran pour que l'enfant tente de maintenir, donc, par exemple, une croix rouge correspondant au centre de pression dans un cercle central. Donc, pour finir, finalement, en résumé, l'ensemble de ces travaux suggère que les liens entre perception et action sont bidirectionnels, modulés de façon différenciée par différents signaux socio-émotionnels et de façon modérée par les traits individuels, mais que les indices socio-émotionnels, et plus précisément l'expression faciale, la direction du regard et la distance à autrui, n'ont pas le même poids dans les liens entre perception et action. Et donc, les résultats de cette thèse ont permis de proposer une mise à jour du modèle de Ochsner et Gross. L'intégration de ces indices, mais également la pondération de leur influence en fonction de l'étape du modèle considéré et des traits individuels, sont donc des facteurs cruciaux à prendre en compte dans nos perspectives futures. Donc, je vous remercie pour votre attention et je me tiens prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Angélique. Voilà, Merci. c'était très complet. Et c'est resté assez clair, je trouve. Alors après, je connais un petit peu la dynamique, le contexte de recherche, donc c'est plus facile. Est-ce que vous avez un peu des questions? Si vous voulez que je revienne sur des diapositives, n'hésitez pas, plus peut-être pour expliciter davantage certaines parties où je me suis moins attardée. Moi, je me suis posé la question là, au niveau du suivi du regard, donc du contrôle avec des gens qui vont regarder à gauche, à droite, au milieu, avec différentes émotions. Tu vas regarder après le sujet, s'il s'approche ou s'il s'éloigne un petit peu face à cette réaction émotionnelle, et parfois en approchant ou en éloignant l'avatar. Par contre, est-ce que tu penses qu'il y aura un intérêt aussi à regarder dans quelle direction va regarder le sujet, par exemple, avec, on a des eye trackers, par exemple, est-ce que ça paraît très pertinent? Est-ce que tu as des hypothèses par rapport à ça? Oui, alors donc là, on leur demandait vraiment spécifiquement de fixer ici le visage émotionnel à l'écran, mais on pourrait tout à fait justement regarder la dynamique de l'exploration justement ici des visages. Est-ce qu'ils vont regarder en fonction de l'expression ici, peut-être une partie plus que l'autre, puisqu'on sait que finalement, on a déjà des données sur le fait qu'on va explorer davantage certaines parties plutôt que d'autres en fonction de l'émotion. Ce qui est plus compliqué, ça va être justement le couplage entre l'eye tracking et la plateforme de force, parce que la dynamique n'est pas du tout la même, la temporalité n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que pour ici l'exploration oculaire, on sera plutôt sur de l'ordre de millisecondes, à regarder justement toutes les 100-200 millisecondes. Est-ce que du coup, comment est-ce que ici l'exploration va varier? Alors que sur la posture, donc on va ici récolter les données sur 30 secondes. Donc, ce n'est pas forcément
je pense que ce n'est pas forcément évident de corréler ces deux mesures-là. Donc, il faudrait peut-être essayer de trouver un moyen, des sortes de fenêtres pour voir en fonction de peut-être toutes les 3 secondes posturalement et en parallèle sur l'eye tracking. Je sais aussi que ce n'est pas facile de coupler les deux, c'est-à-dire de démarrer les enregistrements à chaque fois sur les deux, etc. Parce qu'on on y avait réfléchi, mais ça nous paraissait un peu compliqué à l'époque. Mais je sais que maintenant, ça peut être davantage fait. Donc, ça pourrait être intéressant, effectivement, de coupler ces deux mesures-là. D'accord. Après, il y a des lunettes aussi d'eye tracking qui facilitent peut-être un petit peu les choses. Ouais, alors les lunettes, le souci, c'est que puisqu'on est sur une plateforme de force qui est très sensible, vraiment, on est sur vraiment des mesures de l'ordre de quelques millimètres, on ne sait pas de la façon dont ça va affecter aussi la posture. Donc, ça peut aussi Effectivement. biaiser les résultats posturaux. Ok, ok. Il y a une question très clinique. Est-ce que ça s'opère, les kystes du cervelet? Oui, alors du coup, l'objectif du bilan neuropsychologique, ça va être finalement d'évaluer les répercussions ici du kyste en termes donc, cognitifs, aussi comportementales dans la vie quotidienne, etc., pour voir si finalement les répercussions sont vraiment invalidantes finalement au quotidien et éventuellement ici considérer le drainage du kyste, donc avec la pose d'un drain notamment. Donc je sais que ils le font, enfin que du coup c'est pas forcément effectué fréquemment parce que c'est quand même assez invasif et ensuite le port du drain, etc. C'est pas forcément évident. Et le problème aussi, c'est que finalement ces patients, au quotidien, quand on les voit comme ça, ils ont l'air d'aller plutôt bien. Et c'est vraiment des mesures plus fines, finalement, qui nous font nous rendre compte de difficultés qui sont beaucoup plus fines au quotidien, dans le traitement des émotions ou la posture, etc. Donc, c'est un petit peu aussi la balance, finalement, entre les difficultés et est-ce que ça permet d'envisager une opération ou pas. Je sais qu'il y a eu plusieurs papiers qui ont été publiés sur la réversibilité de certains troubles cognitifs après drainage du kyste, donc c'est intéressant aussi. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas, c'est pas souvent opéré. Donc, ça va être justement ça peut justement aussi venir apporter des données supplémentaires, ce genre d'évaluation au chirurgien pour qu'il justement il puisse prendre une décision sur est-ce qu'on opère ou pas. Et c'est plutôt de naissance ou ça apparaît dans un second temps? Alors souvent, le souci, c'est que vu que les difficultés ne sont pas nécessairement extrêmement validantes au quotidien, c'est souvent découvert de façon fortuite, Ouais. après voilà, un examen médical ou d'autres finalement, voilà, un trauma crânien et donc du coup un scanner, etc. Donc c'est très difficile de dater la date d'apparition, de dater ici l'apparition du kyste. Il est considéré comme ici un trouble développemental parce que souvent il apparaît très petit et donc l'enfant se développe avec, mais on pourrait aussi tout à fait le considérer comme une lésion acquise, enfin un trouble acquis, parce qu'il est possible qu'il soit apparu après. Donc c'est difficile finalement aussi de le classifier. Mm. Je sais que voilà, moi j'ai collaboré donc avec le docteur Marie-Laure Cuny, qui du coup a fait aussi sa thèse, a réalisé sa thèse sur les kystes donc temporociliens et de la fosse postérieure. Mm. Et et donc, Et puis c'est assez rare. ouais. 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 Oui, finalement, ouais. Oui, finalement, c'est assez rare. Je crois que c'est une prévalence de 2%. Donc, c'est assez pathologique et pas forcément non plus extrêmement étudié parce qu'elle est assez rare aussi. Mm. Au niveau des émotions, vous avez essayé de contrôler l'intensité des émotions ou pas? Et est-ce que les personnes, elles prenaient conscience des émotions, par exemple, en entretien motivationnel, ce qui peut être fait, Mm. c'est parfois des reflets d'émotions. Voilà, moi j'ai l'impression que là, vous êtes très angoissé par ça, des choses qui ne sont pas forcément aussi conscientes pour les sujets. En tout cas, on prend le temps de rendre ça conscient et d'en travailler sur ces émotions-là. Alors, du coup, les visages qui ont été ici utilisés pour les différentes études, sauf la première étude où ça vient donc de la database Ebner, où on a contrôlé aussi l'intensité, mais les autres études, c'est donc nous qui avons créé ici une database donc, à l'aide d'un logiciel donc, qui s'appelle FaceGen et on peut générer des visages, donc des avatars ici virtuels, des visages virtuels et donc moduler l'émotion, l'intensité, la direction du regard, etc. Et donc on a fait un gros travail justement donc, pour créer une importante database donc, de visages émotionnels avec une intensité similaire. Donc on a prétesté aussi nos données, enfin notre database auprès d'un échantillon indépendant, donc une 50aine de participants, pour ensuite sélectionner ceux donc, qui étaient le plus homogène en termes d'intensité, mais aussi on a contrôlé donc, le naturel du visage pour que ça soit pas non plus trop naturel, sinon il y a cet effet aussi qui peut être un peu où ça peut susciter
le participant peut réagir différemment. Et donc, on a prétesté justement auprès d'un échantillon indépendant, donc tous nos visages, pour qu'il y ait une intensité similaire. Et je ne sais plus, la deuxième question, on m'avait dit. Oui, Oui, la question, l'émotion. c'est peut-être l'impact de le rendre conscient ou l'impact des émotions différentes sur la posture, des intensités. Mais là, ce n'était pas du tout une hypothèse. Vous avez tout fait pour neutraliser au Ouais, maximum. pour avoir une intensité. Oui, et également, donc on leur demandait d'identifier à la fin de chaque bloc l'émotion qu'ils avaient justement, qu'on leur avait présentée, pour vérifier que ce qu'on mesurait, donc c'était bien une réaction face à une émotion qu'ils avaient correctement identifiée. Donc finalement, ici, on a vraiment vérifié, donc l'émotion était correctement Ce qu'on identifiée. peut se dire, ça, c'est pas forcément évident, on peut se dire qu'il y a une réaction émotionnelle, une réaction posturale, sans forcément qu'il y ait une reconnaissance consciente de l'émotion. Dans Alors, la boucle de perception-action, par exemple, tu peux te dire, là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui passe pas avec le thérapeute, je le sens pas, ou avec ce patient, on a du mal à se comprendre. Et en fait, quand on en reste au niveau du langage, au niveau du truc, on n'arrive pas à expliciter vraiment les choses. Et en fait, peut-être dans les échanges émotionnels, dans les échanges de posture, tout simplement, c'est ça qui passe pas. Et ça, tu as des techniques là pour objectiver un peu des choses, quoi. En tout cas, pour réfléchir sur ça, alors que par exemple, nous, on s'intéresse énormément au langage, mais tout ce qui est posture, forcément, c'est indispensable. Tu as parlé de la tout à proxémie, fait. de la distance, de la posture, de la La gestuelle, etc. proximité. Tout ça, ça joue, quoi. C'est ça. Et l'intérêt, justement, notamment, c'est qu'on avait à la fois une mesure finalement, là, avec la distance simulée, c'est une mesure qui était consciente parce qu'on demandait aux participants d'ajuster de façon volontaire et contrôlée, finalement, quelle distance il mettrait face à un individu face à lui. Tandis que la posture, on est vraiment sur finalement une réaction qui est plus spontanée et plus automatique. Ce n'est pas lui qui volontairement va décider de s'approcher. Ça va être finalement la façon dont il va réagir à la tendance à l'action qui a été déclenchée. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, quand même, le parallèle ici, il est assez cohérent entre la façon dont ils ajustent de façon contrôlée et volontaire et la façon dont finalement ils réagissent posturalement aussi face au visage émotionnel. Mais uniquement quand, ici, l'expression du visage est combinée à un mouvement d'approche et de retrait. C'est un peu différent quand on combine à d'autres indices aussi émotionnels. Donc, c'est vraiment important finalement de pouvoir justement affiner à un niveau finalement beaucoup plus fin là, avec des indices socio-émotionnels spécifiques parce qu'on voit qu'il y a des comportements très différents finalement entre direction du regard, proxémie, expression faciale, etc. Il y avait d'autres questions? Oui, je veux dire, merci beaucoup pour l'exposé, c'est vraiment très intéressant. Merci. On avait travaillé justement avec un doctorant aussi, Tom Giraud, sur la plateforme de Force. Mais c'était dans une tâche de stress social, un Trier Social Stress Test, où là, il y a une interaction, justement, en tout cas, parce que la personne prétend candidater à un entretien, on simule un entretien d'embauche. Et donc là, il y a une partie, c'est plus une réaction à la présentation de stimuli, et ce n'est pas une véritable interaction. Est-ce que ça peut être envisagé ultérieurement, pas seulement dans un stimuli plus complexe, mais l'intérêt de la réalité virtuelle, un peu, nous, justement, dans notre labo, c'est un peu ce qu'on fait avec des personnages virtuels interactifs. C'est que, justement, ça nous permet d'avoir une interactivité qui n'est pas liée seulement à la perception, mais aussi à des situations un peu plus réalistes, entre guillemets, parce qu'on va être quand même assez éloigné de situations écologiques, mais il y aura quand même une interaction, c'est-à-dire que le comportement du participant va avoir un impact sur le comportement de l'avatar, par exemple. Oui, alors donc la réalité virtuelle, donc le souci, c'est qu'on ne peut pas vraiment le coupler avec la posture, parce qu'encore une fois, avec donc, tout le matériel, c'est compliqué de mesurer des mesures fines. Mais je sais que j'ai une collègue, donc c'est Ivan Nuel, qui travaille justement sur l'approche évitement, mais donc cette fois-ci avec donc face à des avatars virtuels, avec un casque de réalité virtuelle. Mais donc, on n'a pas de mesures posturales qui peuvent être couplées avec, donc c'est un petit peu plus global comme mesure. Alors, donc là, je ne l'ai pas décrit parce que j'avais finalement assez peu de temps, mais on a réalisé en parallèle donc, de cette tâche, une tâche donc, de stop distance avec deux individus, avec une vraie personne. On leur a demandé
donc d'ajuster leur distance à autrui en s'approchant ou en reculant donc de l'expérimentateur, pour voir si finalement la distance qu'ils ajustaient avec une personne réelle corrélait avec nos mesures ici de distance simulée de façon informatisée. Et donc, on a observé une corrélation entre les deux, c'est-à-dire que les participants qu'on ajustait finalement de façon similaire face à un individu donc, réel en face de nous et un avatar ici virtuel, donc dans une tâche de distance informatisée face à nous. Donc, voilà, ça semble en tout cas cohérent. Alors, effectivement, ça reste quand même ça peut potentiellement être différent, donc on peut toujours s'y intéresser et regarder justement ce qu'il en est. Mais en tout cas, à ce niveau-là, on peut tout à fait faire le parallèle avec ces mesures-là. D'accord, très bien. Et aussi, il y avait Béatrice de Gelder qui a pas mal travaillé sur les congruences et incongruences de stimuli dans plusieurs modalités. Et elle avait observé un impact sur à la fois le taux de reconnaissance de l'émotion et le taux de réaction aussi, le temps de reconnaissance. Est-ce que vous avez mesuré l'impact des combinaisons multimodales sur un espèce de temps de réaction ou un temps d'impact sur les mouvements des centres de pression sur la plateforme de force, par exemple, quelque chose comme ça? Alors, donc nous, en fait, donc je pense que ce n'est pas exactement ça, mais peut-être que je peux quand même faire le parallèle pour vous montrer. Je vais vous montrer celle-ci. Donc, en fait, ce qu'on a fait aussi, parce que on monte les visages pendant 30 secondes. Mais en 30 secondes, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, on a regardé justement, on a fait des bins. Donc, on a regroupé par tranche de 3 secondes pour voir toutes les 3 secondes leurs points, donc en termes de copie grecque, où ils sont positionnés. Et pour voir si finalement, notamment dans les conditions où on ne voyait pas d'effet sur le copie grec, est-ce que finalement c'était dû à justement l'évolution de la posture sur ces 30 secondes et voir finalement est-ce qu'il y avait un temps de réaction, un temps pour réagir au stimulus en particulier. Et donc, en général, ce qu'on voit, c'est qu'il faut à peu près, en général, c'est 8-10 secondes pour que la posture se mette en place. Donc, c'est pour ça que c'est assez long. C'est pour ça qu'en général, on présente pendant 30 secondes. Et on voit que, donc, au départ, donc on est ici relativement de façon centrale donc, par rapport à la plateforme. Et donc là, c'est face à la joie. Et on voit donc que les participants, finalement, approchent petit à petit le stimulus et ensuite maintiennent à peu près cette posture. Donc, en termes de temps de réaction, finalement, on voit que ça met, donc là, finalement, un bon, finalement, 12 secondes à réagir justement au stimuli présenté pour ensuite, justement, maintenir cette position-là. Donc, on a regardé en fonction de si le stimulus donc, avait un mouvement d'approche ou d'évitement, donc de la congruence aussi, finalement, entre l'émotion et le mouvement. Et bon, il n'y a pas de différence flagrante, finalement, de comportement ici entre les mouvements d'approche ou d'évitement, mais on voit qu'en tout cas, de façon cohérente face au stimuli, donc là, ils s'avancent et ensuite, ils maintiennent leur position. D'accord. Je ne sais pas si tu as testé ta plateforme de force en comparaison avec la Wi-Fi, la WeBoard, là, qui fait un peu ça, de la mesure de force. Notamment, ça a été pas mal étudié dans l'autisme pour mesurer la posture. Et il y a plein d'activités avec la Wii là-dessus. Alors, je ne sais pas si c'est aussi précis, moins précis, plus facile, moins facile à utiliser. Alors, je ne connais pas bien les spécificités justement de la Wii, mais je sais que donc là, la plateforme qu'on utilise, c'est une plateforme qui est notamment pas mal utilisée justement par certains psychométriciens ou justement par certains kinés et qui a une fréquence d'échantillonnage donc, de 100 Hz, c'est-à-dire qu'on a un point, donc on a un point de centre de pression toutes les 10 millisecondes. Donc, ce qui est quand même assez précis. Je ne sais pas si on peut avoir ce niveau de précision. Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire, mais je sais qu'en tout cas, on a des mesures vraiment assez précises avec cette plateforme-là, à la fois donc là pour des mesures plus globales, donc la stabilité posturale. Je n'ai pas présenté parce qu'il y a déjà beaucoup de mesures, mais on peut aussi mesurer la vitesse de déplacement du centre de pression, qui nous permet de dire en fait la quantité d'énergie que le participant va recruter pour se stabiliser. Donc, il y a une mesure aussi intéressante. Donc, il y a pas mal de mesures intéressantes à avoir justement avec la plateforme. Après, ça peut être une alternative justement finalement qui nous permettent aussi d'avoir des mesures un peu globales avec la Wii aussi et peut-être plus facile à transporter, moins de matériel. Donc, ça peut être une alternative. En rééducation, il y a pas mal de choses déjà. Envisageable, oui. Quel peut être l'effet. Ouais. En tout cas, sur les vidéos, moi, j'ai des collègues qui travaillent sur l'impact du masque, sur la détection des émotions, et décrivent vraiment les expressions exprimées en photo et les expressions exprimées en vidéo, ça n'a vraiment rien à voir. C'est vrai qu'en tant que clinicien, on a des batteries de tests assez bien normées sur des photos, et en fait, c'est extrêmement pauvre et extrêmement limité. C'est des vidéos de visage ou des vidéos de des vidéos de situation? visage, oui. En fait, là, l'idée, c'est qu'ils voient un peu, ils essayent de réfléchir à quel est l'impact du masque sur la compréhension des émotions, notamment quand on est petit, notamment quand on a des problèmes de compréhension des émotions, et donc avec une partie du masque une partie du visage qui est cachée.
cachés par plusieurs choses, une lunette de soleil, un masque à cause du Covid. Et vraiment, vraiment l'exploration n'est pas du tout la même avec le masque. Ça dépend vraiment des émotions. Et les vidéos, comprendre l'interprétation d'une émotion via photo ou via vidéo, c'est vraiment complètement différent. Tout à fait. Et les vidéos, ça va aussi dépendre que nous, du coup, ce qui finalement était un peu compliqué, c'est qu'il fallait choisir des vidéos donc, qui aussi mettaient en scène donc, des agents sociaux, donc des individus, qu'il fallait donc, que ça respecte une limite de 30 secondes, etc. Et nous, l'intérêt, c'est qu'on est parti vraiment d'une littérature où le plus souvent, voilà, les auteurs regardent la posture face à des stimuli positifs, face des stimuli négatifs. Donc des stimuli plaisants, des stimuli déplaisants. Avec donc dans les stimuli plaisants, voilà, des photos de bébés, des choses comme ça. Et dans les stimuli déplaisants, des photos de mutilation, donc qui ne mettaient pas forcément en scène non plus des individus en tant que tels. Et donc c'était très, très difficile finalement de partir de ça et d'avoir une vision de ce qu'il en était de la littérature sur la posture, puisque donc c'était très restreint. Ça ne mettait pas forcément ici en scène des individus. Et en plus, ça mixait pas mal d'émotions différentes, que des photos de mutilation, c'est quand même assez... Enfin, voilà, est-ce que c'est vraiment une réaction? Alors, c'est une réaction émotionnelle, mais pas vraiment face à, finalement, situation sociale, etc. Donc, nous, on a fait le choix de choisir, finalement, un large nombre d'émotions pour, justement, voir si les incohérences qui étaient observées dans la littérature, parce qu'il n'y avait pas forcément de pattern spécifique, c'était dû justement à ce mix un peu d'émotions dans des groupes plaisants, déplaisants, et de voir si ça pouvait être expliqué par des réactions différentes, des comportements différenciés, émotion par émotion. Donc c'est de là qu'on est parti. Après, pour les vidéos, ce qu'on a vu, c'est que finalement, les comportements sont assez différents en réaction à des vidéos par rapport à des visages. Donc après, on s'est concentré juste sur les visages, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi avec les vidéos. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bon, merci beaucoup. C'était très clair, une bonne discussion. Merci pour ton temps, merci pour votre participation. Juste dernière question, est-ce que tu es d'accord que ça soit publié, que ça soit sur YouTube? Oui, ça ne me dérange Ok. pas. Je crois qu'il y a juste une partie, je ne sais plus si je monte les kystes, parce que je ne sais pas Tu me si je peux diras, tu m'enverras par, Ouais. Oui, par pour mail je crois s'il y que a les un kystes, je ne peux pas les problème, s'il y a diffuser, besoin mais de sinon. couper un petit morceau, je ferai. Ok, Ok, super. très bien. Merci beaucoup, Merci en tout cas. beaucoup en tout cas pour votre temps, pour votre journée. Et puis donc à très bientôt. Allez, Merci. bonne journée. Au revoir. Merci, au Merci, au revoir, revoir. bonne journée. Merci beaucoup. Et bravo. Merci.